Bienvenue à tous. Je vais vous parler aujourd'hui, continuer de vous parler aujourd'hui de l'outil SAP Analytics Cloud, en ayant une autre approche. Vous allez voir, changer de domaine, mais aussi changer les objectifs pour que vous puissiez voir qu'est-ce que peut apporter cet outil en termes d'exploration de la donnée pour aller un peu plus loin que la simple restitution qui déjà est très fournie. Donc pour rappel, le webinaire c'est une série de 3 épisodes. Donc on a vu dans le premier épisode plutôt le thème RH avec un objectif sur tout ce qui était la mise en avant des pilotages sur les ressources humaines. Aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur l'activité commerce, chiffre d'affaires, suivi des heures facturées, etc. Avec un objectif sur l'outil qui va être plus de vous montrer la valorisation des données et toutes les fonctionnalités d'analyse prédictive qui sont embarquées nativement dans l'outil. En se plaçant, comme j'ai dit, dans un contexte de capacité de production. Et puis la simplification, puisqu'on va avoir aussi la mise en place d'outils d'analyse qui permettent vraiment de centraliser l'information. Donc déjà, un petit rappel de ce que l'on a vu sur l'épisode précédent. Donc comme je vous l'ai dit, on avait parcouru un certain nombre de présentations qui étaient destinées principalement au pilotage des ressources humaines, que ce soit la gestion des effectifs, le taux d'absentéisme. On avait vu justement les différentes possibilités en termes de restitution, de visuel, d'exploration de la donnée, d'ergonomie également dans la manipulation des données et toutes les interactions qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, dans cet épisode 2, comme j'ai dit, on va vraiment se caler dans un objectif de pilotage d'une entreprise. Donc, ça va être de vraiment montrer sur un cas réel, encore une fois, de pilotage d'activité, les indicateurs de performance avec une mise en perspective du chiffre d'affaires, des heures facturées, une vision client avec du panier moyen, etc. La cartographie, toujours pareil, comme restitution agile. Mais surtout, le focus sera sur toutes les capacités prédictives de l'exploration automatique des données. Et pour aller plus loin, vous allez voir même des scénarios prédictifs pour pouvoir automatiser un peu plein de processus. Puis après, on va voir justement que toutes ces informations, c'est bien parce qu'elles apportent de la richesse. Et puis, le couplage avec ce qu'on a déjà vu, les données RH, va pouvoir permettre vraiment d'avoir un pilotage complet au sein de l'entreprise. En termes d'objectifs outils, ça va continuer un petit peu de voir la restitution. Le focus, ce sera sur toutes les fonctionnalités d'analyse prédictive et le scénario. Et puis, on finira, vous allez voir, sur l'outil d'analyse qui peut être un point central vraiment d'accès à la donnée et d'expérience utilisateur avancée. Donc voilà un petit peu les différents tableaux de bord. Vous allez voir qu'on retrouve un petit peu la même charte graphique. Je vais essayer, si j'ai le temps aussi, de vous montrer comment on peut mettre en place des templates, justement. Ce ne sera pas forcément l'objectif, mais si j'ai l'occasion, je vous montrerai ça, pour pouvoir faciliter le déploiement de ressources au sein de l'entreprise. Avant de passer à la démonstration, juste un petit rappel, parce que suite aux questions qu'on avait eues au premier épisode, je voulais faire juste un petit focus sur les modèles de données tels qu'on l'entend. Avec un petit rappel, donc dans SAC, l'architecture consiste à aller chercher les données là où elles sont, qu'elles soient on-prem, qu'elles soient issues dans SAP, dans des univers BW, dans l'ERP, dans Salesforce, dans des fichiers plats. Bref, on a vu qu'on avait énormément de sources de données qu'on pouvait attaquer, des bases SQL, peu importe laquelle. Et donc l'idée, c'est de remonter tout ça, je l'avais dit, dans SAC, de manière à pouvoir après les utiliser au sein d'un navigateur ou même au travers des applications dédiées. Android et Apple. Un des avantages de ce type d'architecture, c'est que les montées de version de l'outil qui ont lieu, alors là j'ai mis toutes les 2-3 semaines, c'est maintenant plutôt un rythme une fois par trimestre à minima, c'est transparent pour l'utilisateur et ça apporte pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc ce que vous voyez sur la droite, grosso modo, c'est le schéma. C'est-à-dire que vous avez des données, vous les montez dans ce qu'on appelle un modèle de données et après vous pouvez l'utiliser dans une ou plusieurs présentations. Pour reprendre un petit peu ce qu'on avait la dernière fois, on avait des données ici qui étaient des données stockées dans une base SQL Server. On a créé donc ce qu'on appelle un modèle de données qui était sur tout ce qui est les ressources humaines, gestion d'effectifs, et puis on l'a utilisé dans la présentation et de présentation RH. Aujourd'hui, on va utiliser toujours la même source de données, mais cette fois-ci, on va deux modèles de données ont été créés, un qui concerne plus le chiffre d'affaires et l'autre les heures facturées, sachant que les deux derrière vont être liés pour pouvoir justement avoir vraiment un suivi de l'activité et des indicateurs de performance. Donc vous voyez, on voit l'apparition de différents modèles de données. C'est important cette notion, c'est une sorte de construction des métadatas qui vont permettre après à l'utilisateur d'utiliser facilement ces requêtes. Il faut voir ça comme des requêtes dans BO qui seraient déjà préparées.
De manière en parallèle ou complémentaire, on peut avoir, alors je vous montrerai peut-être ici, des sources de données qui sont des serveurs de fichiers avec la possibilité de compléter les données historiques si elles ne sont pas dans la base, par exemple avec des objectifs ou des budgets. L'avantage de ce genre de choses, c'est de pouvoir, au travers d'une petite interface facile, de pouvoir remettre à jour régulièrement ces choses, que ce soit le budget ou les objectifs, tenant compte de pas mal d'informations, ce qui est peut-être plus lourd des fois de réintégrer ça dans une base. Donc c'est une des solutions pour pouvoir compléter tout ça. Parallèlement, on peut imaginer aussi avoir des modèles qui vont pointer sur des univers au format Unix. Ici, par exemple, je vous montrerai de la production. Et l'idée, c'est de coupler tout ça dans des présentations. C'est-à-dire, au sein d'une présentation, on peut avoir un ou plusieurs modèles, et même dans les présentations, au sein des différents graphiques, on peut avoir un seul modèle utilisé, ou même dans le graphique, plusieurs modèles utilisés qui vont être liés. Bon, faudra pouvoir les lier au travers d'une dimension, mais l'idée va être là. Donc, vraiment, on va désiloter toutes les informations qui sont à droite à gauche pour pouvoir les centraliser et les utiliser dans une ou plusieurs démonstrations. Et puis, in fine, une des choses qui se passe souvent, c'est que en fait, on a plusieurs modèles de données ici, des univers qui sont disponibles, qui eux sont basés, par exemple, sur des fichiers Excel. On peut avoir ici un hôtel qui fait tout le transit. C'est ces différents univers qui vont pouvoir créer ces différents modèles de données, qui vont être utilisés dans des présentations. Et ces présentations-là, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je pense en fin de webinaire, peuvent être centralisées ou simplifier l'accès au travers d'outils d'analyse, ce que l'on voit tout à droite ici, et que je vais vous présenter. Donc, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est cette notion vraiment de modèle de données. C'est comme des petits data marts que vous allez mettre à disposition, qui doivent être le plus large possible. Vous allez le voir, vous allez le comprendre, pour pouvoir répondre déjà à des problématiques d'analyse, au travers des différentes présentations, mais même avec les fonctionnalités d'analyse prédictive, de pouvoir laisser libre cours à l'outil pour vraiment aller explorer les données de manière optimale. Donc, je vous propose de passer donc voilà sur l'outil SAC. Donc, vous voyez, on retrouve notre interface, notre cockpit. Donc là, je suis directement connecté vu que j'ai mon kit qui était resté. Si on repart donc rapidement de ce que l'on avait la dernière fois donc sur les ressources humaines. Donc, petit rappel, on avait ces différents onglets qui permettaient vraiment d'aller fouiller les données, etc. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer une des composantes vraiment différenciante par rapport à d'autres outils et vraiment pertinente pour l'exploration de la donnée et la compréhension des phénomènes. C'est ce qu'on va appeler les modules prédictifs. Donc, ça intervient à différents endroits. Il y a différentes façons d'utiliser ce module. Une des premières choses, de manière très simple, c'est un peu partout les différents éléments ici. Vous voyez, par exemple ici, j'ai l'effectif actuel par provenance. Une des choses que j'aimerais savoir, c'est quelle est la répartition, qu'est-ce qui explique ce phénomène. Donc si je fais un clic droit ici, vous voyez que j'ai un petit menu qui me permet de filtrer, d'exclure cette chose-là, et j'ai la possibilité de réaliser ce qu'on appelle une analyse intelligente. Alors le terme, moi je suis pas forcément fan, mais l'idée de cette chose-là, c'est de pouvoir lancer une analyse et l'outil va de manière automatique aller chercher dans les données qu'est-ce qui explique cette chose-là. Donc là, typiquement, il nous a dit c'est surtout dans la famille de métiers informaticien, vous voyez un petit peu la répartition, que vous avez eu ce type de candidature spontanée. Ça compte surtout à Toulouse, où vous avez plus d'effectifs qui comptent là-dedans, mais aussi sur les premières agences. On voit d'ailleurs que la répartition des 10 premières par rapport aux autres, etc. Donc là, l'outil est vraiment allé chercher de manière automatique quelque chose qui expliquait ce phénomène dans vos données. Donc là, pour faire simple, c'est l'analyse de variabilité. Il est allé voir dans les différentes dimensions quelles sont celles pour lesquelles on a des variations fortes entre les différentes modalités, et il les met en avant comme étant des facteurs influents qui expliquent ce phénomène. Donc on va retrouver ces fonctionnalités aux différents endroits de l'outil. Alors, une des choses que j'aime bien montrer, c'est par exemple sur le synthèse de taux de CDD ici. Si par exemple on s'intéresse à l'explication ici, pourquoi ce motif d'absence est très utilisé, qu'est-ce qui explique ce phénomène, qu'est-ce qui vient me permettre d'explorer les données ou analyser cela. En lançant l'analyse, vous voyez, c'est allé assez vite. Ça propose généralement une première partie qui est qu'est-ce qui a changé, une évolution dans le temps justement de cet indicateur, avec la différence, l'écart d'un mois à l'autre, et puis soit on est au mois, soit on est au trimestre, pour avoir cette vision.
On voit, c'est surtout sur le dernier trimestre qu'on a une chaîne. Ça vous permet également de mettre en avant quels sont les établissements. Par exemple, ici, on le voit sur l'établissement 6, certains domaines, certains mois qui ressortent plus que d'autres, etc. Donc, ça vous permet vraiment d'aller explorer. Le terme analyse intelligente, il faut plutôt le voir comme une exploration automatique des données qui vient vous proposer un certain nombre d'explications, sachant que derrière, la connaissance et l'interprétation restent au niveau du métier. Donc voilà, ces fonctionnalités d'analyse intelligente, elles se retrouvent un peu partout dans les différents rapports, et vous allez pouvoir y accéder à tous les moments sur les onglets et les KPI. Donc maintenant, si on revient, si on change un peu de thème, donc là on a vu qu'on était sur le domaine RH, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt d'aller changer un peu de dimension et de regarder plutôt les données commerce, suivi de la synthèse du chiffre d'affaires, des heures facturées, une vision un peu client sur le client et puis les paniers moyens, le taux horaire, etc. Peut-être pas de cartographie R, et puis après je vous proposerai justement un peu d'analyse un peu plus poussée. Donc si on vient ici, donc vous voyez, on est sur un autre modèle de données qui est complémentaire à l'autre, c'est-à-dire qu'ici on retrouve forcément toujours nos différentes agences. La possibilité ici de filtrer, toujours pareil, quelles agences je veux me concentrer, soit au travers de filtres uniques ou multiples, le type de client, les types de factures, est-ce que c'est un type d'article particulier, type 1, type 2, etc. Donc on va retrouver ici toujours pareil de la carto avec la possibilité quand je clique sur une agence d'avoir un petit détail qui me présente justement l'infographique. Ici les visions, toujours pareil sur les différents chiffres d'affaires. Ici par type de prestation avec la possibilité de descendre dans l'hierarchie, par établissement, toujours pareil de pouvoir ici descendre en termes d'analyse de temps. Et une des choses que l'on peut s'intéresser par exemple c'est ici de savoir qui explique ce chiffre d'affaires. Je sais que j'ai déjà différents outils, je peux naviguer, mais je peux aussi laisser l'outil de manière automatique aller fouiller un petit peu dans les données pour essayer de trouver directement. Donc là, on voit qu'il y a un des clients en particulier qui explique ce chiffre d'affaires, puisqu'il est un peu au-dessus des autres. Il est 16% au-dessus de la contribution du total des moyennes. Vous voyez ici. Donc toujours pareil, une analyse qui est faite au sein de l'outil et qui vous permet d'aller fouiller de manière automatique les données. Par exemple, ici, je vais me concentrer sur l'agence de Saint-Étienne pour des types de prestations de type 2. Voilà. On va laisser chercher un petit peu. Donc, comme je vous le disais, il va vous présenter une vision temporelle sur l'évolution de cet indicateur, avec une différence ici de mois à mois, la possibilité de se mettre au jour, au mois, au trimestre ou voire à l'année. Et puis dessous, vous avez les meilleurs contributeurs. Donc on voit ici que c'est le client numéro 202 de cette agence qui vient expliquer fortement sur le type 2 ceci, etc. C'est quelque chose qui est en plus comme un peu une pelote de laine qui est qu'on peut déplier, c'est-à-dire qu'ici, si je clique là-dessus, j'ai la possibilité de réaliser une analyse intelligente sur ce client en particulier qui va venir peut-être m'expliquer le profil de cette personne, qu'est-ce qu'il consomme, quelle est son évolution. Donc vraiment quelque chose qui, voilà, c'est une personne qui vient du domaine de la recommandation. En 2019, voilà le type de facture qu'il a pour expliquer un petit peu son chiffre d'affaires. Le type de prestation, lui, fait surtout de la prestation 97. Alors, vous comprenez que toutes les données sont anonymisées, donc c'est pour ça que c'est pas forcément parlant. Et puis ici, une vision temporelle, forcément ici, qui permet d'en savoir un peu plus. Au-delà de cette possibilité d'analyser, on a la possibilité au niveau des graphiques de rajouter dans la construction, je vous montrerai, directement en pied de page, une petite analyse. C'est ce que vous avez retrouvé ici. C'est-à-dire qu'ici, automatiquement, dans le pied de page du graphique, vous aviez une analyse sur le type 2 et la valeur chiffre d'affaires la plus élevée. On voit ici. Et puis, ça vous apporte un peu plus d'informations. Si je fais afficher plus, il va vous sortir toutes ces choses-là sous format visuel, justement, pour pouvoir aller voir un peu plus dans le détail. Donc, il faut vraiment voir ça comme une aide à l'exploration, justement, pour pouvoir fouiller de manière automatique et vous proposer un certain nombre d'explications sur les données. Ce qu'on va retrouver donc sur un deuxième graphique ici, ça va être des synthèses sur les heures facturées. Alors, toujours pareil, la possibilité de filtrer sur le type de prestation, sur les établissements. Et ici, on s'intéresse aussi au type de taux d'horaire selon les prestations, avec toujours de l'analyse liée. Je clique ici. J'ai mon type 4 qui va aller me chercher les différentes informations, la possibilité de descendre dans la hiérarchie. De la même manière, j'ai la possibilité de réaliser une analyse intelligente. Alors, ce qui est important, c'est que, je ne l'ai pas forcément dit, cette analyse intelligente, elle ne va pas vous proposer des choses s'il ne trouve rien. Comme on le voit ici, il nous dit, voilà, c'est juste un calcul. Par contre, il ne nous dit pas d'influenceur là-dessus, puisque
en fait, il ne trouve rien. Donc voilà, l'outil ne va pas chercher obligatoirement de vous trouver quelque chose, mais est vraiment objectif dans la recherche de ces facteurs influents et de l'analyse qu'il en propose. Donc là, vous voyez de manière dynamique sur les 12 derniers mois, les heures facturées, le chiffre d'affaires, une décomposition sur toutes les années du chiffre d'affaires, et puis la possibilité, comme je disais, de filtrer. Donc voilà, on est vraiment dans de l'exploration des données, ces fonctionnalités d'analyse prédictive que l'on va retrouver un peu de partout, comme je l'ai dit, pour pouvoir à chaque moment aller fouiller les données, donner une vision, on va dire statistique du phénomène, et qui vient aider la compréhension. Une deuxième fonctionnalité qu'on le retrouve en termes de modules prédictifs, alors c'est quelque chose qui généralement parle beaucoup plus, c'est sur les séries temporelles. Sur les séries temporelles, on a la possibilité sur un graphique, comme ici, de pouvoir ajouter des prévisions. Alors ici, c'est des prévisions dites automatiques. Derrière, vous voyez, c'est allé très vite. Derrière, c'est une théorie qui vient décomposer le signal en différentes composantes, une tendance, un cycle ou des cycles ou des saisonnalités, et puis des fluctuations, et puis qui vient mettre en avant ici les prévisions que l'on a, avec un intervalle de confiance à 95%. Ces prévisions viennent avec un indice, toujours pareil, l'outil est objectif et se juge de manière complètement objective sur quel est le meilleur modèle. Ici, encore une fois, on peut imaginer des fois une alerte où il dit attention, tenant compte des données, la qualité est très médiocre, ne pas l'utiliser, enfin voilà. Et puis ici, il vous donne la vision maximale que vous pouvez avoir selon le pas de temps. Donc ici, on est au mois. Donc tenons compte de l'historique ici qui est assez fourni, de la qualité du modèle, de ce qu'il a déterminé en termes de fluctuation, de tendance, etc. Il prédit, enfin il dit plutôt que vous avez 11 mois de visibilité là-dessus. Donc c'est quelque chose sur toutes les séries temporelles où vous avez cette notion de prévision automatique. Donc le côté automatique peut faire des fois un peu peur, cette boîte noire, mais c'est une théorie qui est assez éprouvée, théorie de Vapnik. Je vous renverrai vers quelques lectures si vous le souhaitez. J'en dirai d'autres mots après. Vous avez d'autres types d'options pour le moment. Alors là, vous en avez deux autres, une régression linéaire dont je ne parlerai pas, je pense que ça parle, mais le lissage exponentiel triple qui vient faire un peu ce découpage en un seul bloc. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me recontacter après. Donc voilà un petit peu sur ces prévisions automatiques, je pense que c'est assez clair. Une des autres choses que l'outil est capable de faire, c'est également de pouvoir faire du regroupement intelligent. Vous voyez ici, on a un nuage de points, alors ici qui va lier les heures facturées par rapport au chiffre d'affaires, et ça va regrouper ces différents points en groupes qui sont similaires. On va avoir le groupe 1 ici, alors ici c'est pas forcément un cas très parlant, mais où le chiffre d'affaires est généré par des heures facturées intenses, et puis le groupe 4 à l'inverse, qui lui va être plutôt regroupé ici. Ce qui est important, c'est que ce regroupement est vraiment fait de manière automatique. Vous avez le choix ici de dire le nombre de groupes que vous souhaitez, et ça va vous décomposer les différents points. Donc c'est de la classification derrière, du clustering pardon, en termes de théorie derrière qui est mis en place et qui vous permet pas forcément, vous voyez ici on a vraiment un découpage du groupe 5 et du groupe 1 ou qui se retrouvent un petit peu dans le même groupe. Alors on va peut-être passer en grand écran pour pouvoir, toujours pareil, hein, cette possibilité de naviguer, d'avoir les groupes. Vous voyez ici, on a pas forcément un découpage qui est linéaire, puisqu'en fait, vous avez certains groupes, voilà, qui sont un peu confondus, mais qui ont des comportements différents. Donc, l'outil est vraiment capable d'analyser et de faire du clustering intelligent là-dedans. Donc voilà, donc on retrouve déjà ces modules prédictifs, ces fonctionnalités à différents endroits. Donc pour reprendre, on va avoir la partie analyse intelligente qui s'adresse de partout. On va avoir ces notions de série temporelle avec les prévisions qui sont derrière. Vous avez le regroupement intelligent que vous retrouvez ici. Et puis vous avez une autre chose quand vous êtes en mode modification, c'est des découvertes intelligentes. Pour vous montrer cela, je vais repartir de la création d'une présentation classique. Par exemple, alors on va partir créer une nouvelle présentation. Et donc cette fois-ci, vous voyez, quand on commence une présentation, je ne l'avais peut-être pas montré la dernière fois dans la construction, on peut partir déjà de templates. Vous voyez ici, j'ai une template Sinovate qui me permet à chaque fois de repartir des mêmes préférences visuelles, des mêmes composants un peu à droite à gauche, et qui me permet d'accélérer également aussi la construction des rapports. Ce que l'on va retrouver ici, donc c'est de commencer avec des pages vierges, juste des données qu'on va explorer, mais ce que l'on retrouve ici, c'est exécuter une découverte intelligente. Dans ce cas-là, il va me demander quel est le jeu de données, quel est le modèle que je souhaite
peu analyser. Donc là, on va partir du jeu de données qui s'appelle Commerce CA. Et donc là, l'outil va nous demander qu'est-ce que vous voulez analyser. Donc là, il est en train de charger. Donc je vais lui dire, OK, je veux en savoir plus sur, par exemple, le chiffre d'affaires. Je ne sais pas comment commencer la présentation, je ne sais pas où aller. Je veux juste des informations, dégrossir un peu le travail. On a la possibilité, vous avez dessous, d'avoir des options avancées de filtrage, etc. Mais là, je ne sais pas trop commencer. Je vais lancer mon exécution. Donc là, l'outil, son but, c'est va être de construire une présentation de A à Z, tout seul, basée sur cette mesure sur laquelle je veux savoir plus. Donc d'un point de vue statistique, derrière, si j'avais choisi, là j'ai choisi une mesure, donc il va me faire un modèle de régression, il va essayer de me trouver des facteurs influents, me proposer quelques visuels pour venir expliquer tout ça, etc. Donc on va laisser un peu réfléchir. Si j'avais choisi une dimension pour l'analyse, là on serait plus sur de la classification, essayer d'expliquer un groupe de référence, quelle est la différence entre un groupe de référence et un groupe de comparaison, quelles sont les choses qui les rapprochent, etc. Donc on va voir que là, bon, il y a un peu de volume, donc ça va mettre un peu de temps à tourner, mais on reviendra, on va laisser chercher derrière. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est au niveau des présentations ici, je vais surveiller régulièrement. Ce que vous retrouvez ici, si vous passez, donc je le rappelle ici sur les modifications, sur le rapport, vous avez les analyses intelligentes de partout. Ce qui vous aide en mode lecture, aller un peu plus loin dans l'exploration des données. Maintenant, si je me mets en mode modification, comme on l'avait vu la dernière fois, et que je relance ces analyses, vous allez voir que les graphiques qui sont proposés sur la droite peuvent être copiés dans la présentation. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que même dans la phase de conception de mon rapport, j'ai la possibilité, si je me dis, ah bah tiens, ce graphique est intéressant à voir dans ma présentation, pour aller un peu plus vite dans la construction de mon rapport, j'ai la possibilité de copier ce graphique, soit sur cette page, soit sur une nouvelle page, etc. Donc là, par exemple, je vais le rajouter à ma page synthèse CA. Vous allez voir que ça va me rajouter ce graphique que je vais pouvoir mettre où je souhaite sur ma présentation et ainsi avancer un petit peu sur la construction des données. Donc, vous voyez, cette possibilité d'exploration est intéressante quand on est en mode lecture, mais même également en mode conception, puisque ça permet d'aller proposer des visuels qui seraient intéressants à rajouter à vos rapports directement. Et puis après, on va mettre tout ça un peu en musique. Je vais peut-être enlever celui-ci derrière pour pouvoir voir celui-ci qui est peut-être un peu plus intéressant, etc. Et puis on voit ces éléments. Donc même dans la construction et la prise en main de l'outil, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, comme je vous l'avais dit au premier webinaire, c'est vraiment un outil destiné au métier et c'est justement au travers de ces différentes fonctionnalités, que ce soit l'analyse prédictive, que ce soit les découvertes, le regroupement, etc. Ça permet vraiment d'accélérer l'adoption de l'outil derrière. Alors là, je le laisse un peu réfléchir. Hop. On va voir s'il arrive à aller trouver quelque chose. Pendant ce temps-là, vous voyez, là, il a fini de découvrir les choses. Donc, comme je vous le disais, il me propose une vision. Alors là, il m'a construit donc 4 onglets de manière automatique. La première, c'est une vue d'ensemble du CA. Donc, il me propose un certain nombre de visuels qu'il lui a trouvé intéressants. Le CA de manière globale, le nombre d'enregistrements, le minimum max des factures. Ici, une distribution au sens de la densité et quelques liens qui vont renvoyer de manière en lien hypertexte vers les autres onglets. Là, il voit l'analyse dans le temps. Alors là, il met la prévision est très mauvaise, mais il s'est mis à une granularité qui n'est pas la bonne, je le sais. S'il se met au niveau du mois, on va voir que les prévisions qui sont proposées ici vont être un peu plus pertinentes. Donc, les facturations sont plutôt... Il dit ici que l'exercice est important d'avoir un visuel, donc il vous a proposé ce visuel de manière automatique. Et puis ici, l'exercice et la zone aussi géographique qui sont importantes. Donc voilà, il vous propose un certain nombre de visuels pour expliquer l'aperçu. Il y a des choses pertinentes, peut-être d'autres non. Encore une fois, ici, l'important, c'est aussi quand je passe en mode modification de pouvoir partir de cette base de travail pour pouvoir rapidement déployer une nouvelle présentation. Le deuxième onglet qui m'a créé, c'est les influenceurs clés. Qu'est-ce qui vient influencer, qu'est-ce qui vient principalement expliquer ce chiffre d'affaires. On voit qu'il m'a trouvé 10 influenceurs, les 3 premiers étant les plus importants, on les voit en bleu. Il vous donne un indice de confiance, ici. Et puis après, il vous propose un certain nombre de visuels, toujours pareil, qui viennent expliquer un petit peu les choses. Donc avec la possibilité d'aller changer qu'est-ce qui influence et puis de lancer l'interaction entre 2 influenceurs, etc. Chose qui est importante, c'est qu'on voit ici qu'il m'a créé un graphique qui représente le CA moyen par groupe de prestations.
sachant que dans mon modèle, j'avais pas d'indicateur qui était le CA moyen, et je n'avais pas de dimension qui s'appelle groupe de prestations. Il a été capable, de manière automatique, également d'aller me créer des regroupements, cette fois-ci de prestations, et de me rajouter un nouvel indicateur qui s'appelle le CA moyen. Donc on voit ici, donc, calcul généré par la découverte intelligente, vous pouvez sauvegarder ce calcul dans votre présentation pour une utilisation ultérieure. Donc je trouve cet indicateur intéressant, je peux le garder. De la même manière ici, il m'a regroupé des prestations selon des caractéristiques qui sont proches. Donc c'est-à-dire que maintenant j'ai un regroupement de mes prestations qui ont un sens d'un point de vue statistique. Est-ce que c'est un sens d'un point de vue métier? Ça, encore une fois, c'est vous, avec votre connaissance, qui pourrez apporter cette réponse. Donc on voit qu'on a la possibilité ici également de sauvegarder ça. Donc cette découverte intelligente, au-delà du fait de ça vous crée une première ébauche de présentation que vous allez pouvoir utiliser comme base, ça vous sert également aussi à construire de nouveaux indicateurs, construire de nouvelles dimensions, etc. Comme derrière, il y a un modèle qui a été généré pour pouvoir aller dans toutes ces choses, l'onglet d'après vous propose une mise en avant des valeurs inattendues, des valeurs atypiques, les outliers en statistique on parlerait, c'est-à-dire que j'ai la valeur réelle dans ma base, j'ai la valeur attendue selon mon modèle, j'ai un écart qui est significatif d'un point de vue statistique, ça me paraît bizarre. Donc, il les met en avant et derrière, ça permet d'aller fouiller un petit peu ces données, voir exactement, voyez, on a toutes les informations. Est-ce que c'est une erreur de saisie? Est-ce que c'est littéralement une erreur de facturation? Est-ce que c'est une fraude qu'il peut y avoir derrière? Il peut y avoir plein d'explications sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis le dernier onglet, donc là, propose de faire de la simulation, c'est-à-dire d'aller pouvoir simuler, tenant compte des différentes conditions, qu'est-ce que je suis en droit d'attendre en termes de valeur de CA. Vous voyez, la découverte a vraiment créé une présentation de manière automatique, et puis derrière, on peut repartir sur les modifications pour pouvoir s'en servir comme base. Donc, je le résume, en termes de modules prédictifs, les fonctionnalités se retrouvent donc sur les séries temporelles, les prévisions, sur les regroupements intelligents sur la nuage de points, l'analyse intelligente à tout endroit qui permet vraiment d'apporter un éclairage sur ces données, et puis les découvertes intelligentes qui, elles, vous créent une présentation toute seule, de nouvelles dimensions, de nouveaux indicateurs, etc. Derrière, alors, vous avez une autre chose qui s'appelle, et donc là on voit vraiment l'intégration d'un outil, j'en avais parlé la dernière fois, qui s'appelait KXN, qui a été racheté par SAP il y a quelques années, mais qui est dans un outil qui s'appelle Predictive Analytics, l'utilisation de scénarios prédictifs. Ces scénarios prédictifs permettent d'automatiser tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que dans le cas des séries temporelles, ce que l'on a fait, c'est de l'affichage. L'idée ici, c'est peut-être d'aller plus loin et de gérer l'apprentissage et le réapprentissage et réinjecter ces prévisions dans une autre présentation pour pouvoir aller après analyser tout ça. Donc là, dans l'idée, c'est de pouvoir faire des séries temporelles. On va retrouver vraiment la décomposition du signal, comme je l'ai dit, selon la théorie qui est derrière, retrouver quels sont les modèles qui sont disponibles derrière, quelles sont les tendances appliquées, quels sont les cycles, etc. détectés dans le cas. On peut faire de la régression, on peut faire de la classification. Par exemple, c'est le petit exemple que je vais vous montrer ici, par exemple. On va mettre, alors, nouveau scénario prédictif. On va lui donner un petit nom. L'idée ici, c'est que j'ai une base, j'ai un jeu de données que je vais entraîner. Hop, donc on va aller chercher cette source de données. J'ai réalisé une enquête pour un nouveau produit que je veux proposer. Et puis j'ai des réponses de mes personnes, donc j'ai le profil puisque c'est ma base client qui est derrière. J'ai une réponse, la personne était soit intéressée oui non par le projet ou pas. Donc ma cible ici, ça va être de pouvoir classifier les gens selon l'intérêt produit. Donc j'ai deux réponses ici, oui non, je suis intéressé. Je peux enlever certains influenceurs ou je peux laisser l'outil décider automatiquement du nombre d'influenceurs, leurs caractéristiques, etc. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un modèle de classification. J'essaie de comprendre selon le profil des personnes, vu que j'ai leurs informations de statut marital, d'âge, de catégorie d'emploi, où ils habitent, etc. Je vais essayer de caractériser qu'est-ce qui fait qu'une personne est intéressée ou non, pour pouvoir après, de manière globale, puisque là je l'ai fait sur un échantillon, proposer mon produit aux bonnes personnes qui sont intéressées. Donc là, voilà, on a un peu pas forcément un gros volume, mais normalement, on va laisser entraîner le modèle. Donc toujours pareil, là il fait la classification. C'est ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a une grosse préparation des données, justement pour des classes homogènes, etc. L'outil s'occupe
au-delà de la méthodologie, de toute la préparation des données pour pouvoir être utilisées. Donc là, ce qui nous a ressorti, c'est une petite vision de la qualité du modèle en termes de pouvoir prédictif, en termes de confiance dans la prévision. On retrouve donc les statistiques sur l'entraînement et la validation. Quelles sont les contributions des influenceurs? Et puis, quelques graphiques qui permettent de voir ça. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est d'aller voir la contribution des influenceurs. On voit par exemple ici que c'est le statut marital qui va expliquer en grande partie l'intérêt ou non du produit. On va voir que l'âge également ici intervient, le nombre d'années d'études, les revenus, etc. Derrière, on a pour chacune des catégories la possibilité vraiment d'avoir les classes. Par exemple, ici, on voit que la classe alors on va dire de 34 ans à 59 ans, c'est des gens qui sont positivement, c'est-à-dire qui sont intéressés par l'outil. À l'inverse, la classe 17-21, c'est ceux qui ne sont pas intéressés. On peut changer de vision, aller voir par exemple, on a vu le statut marital qui était important. On va voir que c'est surtout les personnes mariées qui sont intéressées par ce produit, puisqu'on a une influence positive, alors que les célibataires ne sont pas intéressés. Donc, sans connaître le produit et puis à qui il est destiné, déjà ici, d'un point de vue statistique, je peux dire que c'est un produit qui s'adapte, qui est plus intéressant pour une certaine catégorie d'âge. On a vu les 34-59 ans qui ont un statut marié et à l'inverse, les jeunes moins avec le statut célibataire. On a la possibilité d'avoir quelques graphiques derrière, alors je ne veux pas trop rentrer dans le détail ici, mais une matrice de confusion qui permet de prédire les faux positifs, les faux négatifs. Ça parlera peut-être à certains statisticiens qui se trouvent ici. Mais ce qui est intéressant derrière cette matrice de confusion, c'est qu'on va pouvoir également maximiser le profit, c'est-à-dire voir quels sont les gains effectifs. Maintenant que j'ai une vision sur ce petit périmètre, quel est le coût d'une prédiction positive? C'est-à-dire une personne, je vais dire oui, elle est intéressée, je prédis qu'elle va être intéressée, je prévois qu'elle va être intéressée, ça va me coûter 5 € parce qu'il y a des frais d'une personne qui doit envoyer des choses, de gestion, etc. Maintenant, si elle est vraiment intéressée, ça va me rapporter 10 €. Et bien là, en faisant maximiser le profit, je peux avoir le pourcentage de cibles que je vais détecter dans ma population. Je sais que je vais détecter 60% des personnes qui seront intéressées. J'ai mon seuil à fixer et j'ai le gain espéré, contrairement le gain total de 185% de plus par rapport à si je faisais ça de manière aléatoire dans tout mon panel. Donc vous voyez ici, on a vraiment une analyse qui est générée pour la classification pour les enquêtes. Et puis derrière, on a la possibilité de gérer le réapprentissage de ce modèle, la réinjection de ce modèle dans un autre modèle pour pouvoir l'utiliser dans les présentations, etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment l'intégration de tout ce qui est les scénarios prédictifs dans l'outil pour pouvoir aller plus loin dans les scénarios et vraiment automatiser un certain nombre de choses dans l'exploration des données. Et donc pour finir, vous voyez qu'on navigue entre différentes présentations, que ce soit du commerce, que ce soit ici des scénarios prédictifs, on a vu du RH. On a la possibilité dans l'outil, alors je vous montrerai un petit peu, de créer ce qu'on appelle des outils d'analyse. Donc là on va se rapprocher plus de quelque chose qui se rapproche d'une application. C'est-à-dire qu'ici, on va vraiment avoir des interactions, on va avoir des pop-up, des boutons sur lesquels on va pouvoir afficher des choses. On est vraiment plus sur le déploiement d'applications. Si on va parcourir, je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Donc, si on regarde ici sur une petite application qu'on a créée, l'idée ici, ça va être de réunir aussi bien la partie commerce qu'on a vu aujourd'hui et RH au sein d'un même point d'entrée, pour pouvoir analyser toutes ces choses au même endroit. Et donc ici, si on regarde cette application, donc vous voyez, on est toujours sur, c'est un peu transparent pour l'utilisateur, on est toujours dans la même interface, mais ici on est véritablement sur une application. On n'a plus les onglets, on n'a plus les différentes choses en haut, possibilité de modifier parce que j'ai ici, mais par exemple ici, si je veux rentrer vraiment dans l'outil d'analyse, j'ai un bouton ici qui me permet de rentrer. Je ne vais pas cliquer comme il faut, voilà. Donc voilà, donc on arrive ici sur une page où j'ai un menu ici qui me permet soit d'accéder aux différents reporting qui concernent les ressources humaines, soit ici au commerce. Si on regarde sur les ressources humaines, par exemple ici, si je clique ici, on va tomber sur tout ce qui est la gestion des effectifs, tel qu'on l'avait vu, avec le choix des agences, nos différents indicateurs, turnover, taux de sortie, etc. D'ailleurs, si on se pose la question de comment sont calculés ces indicateurs, on a possibilité, par exemple en cliquant ici, d'ajouter une petite pop-up qui nous permet d'avoir le détail de ces indicateurs et comment ils sont créés. On peut avoir un certain nombre de tables ici qui vont aller sur le profil. Toujours pareil, la possibilité après d'avoir les analyses intelligentes qui s'appliquent, etc. Je vais revenir sur mon menu.
Ici, je vais pouvoir aller vraiment sur la gestion, l'analyse du taux d'absentéisme. Le détail ici sur le taux d'absentéisme, on voit ici, l'idée c'est d'aller voir au niveau de chacune des agences selon le type d'absence et puis les personnes. On peut même imaginer une fiche client qui permettrait d'aller voir dans le détail. Par exemple ici, on va aller voir derrière Gaël, on a son nombre d'évolutions selon le nombre de jours d'absence, etc. Donc on est vraiment plus sur le déploiement d'une application qui permet d'aller un petit peu dans le détail de ces différentes choses. Et puis, voilà, on reste toujours dans la même interface sans naviguer entre les onglets, etc. Ici, on est sur les données de commerce. On va retrouver ici, toujours pareil, la présentation ici qui permet d'aller voir en termes de chiffre d'affaires quel est le rendu. Ah, on a des petits temps de latence, désolé. On va pouvoir toujours pareil avoir les filtrages ici qui s'appliquent. On a déjà vu la présentation, l'analyse liée. Donc on garde vraiment toute la fluidité et toute la navigation et l'exploration des données au travers d'une autre interface. Chose importante aussi, c'est qu'on peut avoir dans ces outils d'analyse des choses qui permettent d'aller chercher des données à l'extérieur. Donc là, on va être, c'est un peu plus technique, mais faire des calls API vers des choses extérieures. Par exemple, ici, on sait que pour cette typologie d'activité, la météo est importante. L'idée ici, c'est qu'en cliquant ici, c'est qu'on a fait une petite API qui permet d'aller chercher de manière automatique sur chacune des agences. Voilà, on va pouvoir filtrer les prévisions météo sur les prochains jours ou sur une quinzaine de jours. Donc vous voyez, on a vraiment une interface ici qui permet de réunir aussi bien le côté commerce que le côté RH, et puis même la possibilité d'intégrer ces scénarios, les scénarios prédictifs dans l'outil. Donc là, vous voyez, ça va, c'est un peu de temps de latence, je m'excuse. Ici, le scénario prédictif que l'on a créé juste avant, justement sur les données d'enquête, avec le pouvoir prédictif, et puis derrière la possibilité de naviguer dans les courbes de performance pour voir un petit peu ce que ça donnait, simuler le profit, etc. Donc c'est vraiment, faut le voir vraiment ces outils d'analyse comme quelque chose qui permet de centraliser un petit peu tous ces points, d'avoir une fluidité, d'aller enrichir ça avec des choses extérieures. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en termes de conception, les outils d'analyse sont un peu plus compliqués. Autant la présentation, c'est quelque chose de vraiment tourné pour le métier. Je fais du cliquer-glisser, je mets en place mes différents éléments. Autant les outils d'analyse, là, on rentre vraiment dans du codage JavaScript avec différents éléments qu'on va pouvoir mettre en place. Par exemple, ici, la possibilité de mettre un bouton. Voilà, j'ai un bouton ici, puis je vais pouvoir tout gérer sur ce bouton. Quel est l'impact, quelle est l'influence quand je clique dessus, etc. Donc, on est vraiment plus là, quelque chose de destiné à des codeurs, à des développeurs, plutôt qu'au métier. Mais voilà, ça fait partie aussi des accompagnements qu'on propose sur l'outil, à savoir mettre déjà une première application telle que celle-ci, qui est très rapide à déployer et qui permet de centraliser, d'avoir une sorte de portail d'entrée justement pour certains métiers où toute l'information est dedans. Donc voilà un petit peu pour toutes ces fonctionnalités. Donc voilà, pour reprendre un petit peu les différents éléments, ce qui est vraiment important de garder, c'est toujours pareil, cette accessibilité de l'outil au métier en termes de construction des rapports, en termes d'exploration des données, et notamment grâce à ces fonctions d'analyse prédictive qui viennent enrichir et accompagner les utilisateurs, que ce soit sur les séries temporelles pour des prévisions dans les présentations, le regroupement intelligent sur les nuages de points, les analyses intelligentes qui vont explorer les données grâce à l'étude de variabilité, les découvertes intelligentes qui vont vraiment créer une présentation toute seule, et qui vont servir soit directement, soit de base pour pouvoir accélérer le déploiement des outils. Et puis derrière, les scénarios prédictifs qui permettent d'aller un peu plus loin. On peut venir tout ça après dans des outils d'analyse pour simplifier l'accès à la donnée. Toujours pareil, cette idée de point central d'accès à la donnée et de regroupement de tout le monde. C'est-à-dire aussi bien, encore une fois, un PDG qui veut avoir ses données, que le contrôleur de gestion qui veut fouiller, que le data analyst qui veut mettre ses modèles en place, etc. Tout le monde se retrouve au sein de cet outil et au sein des présentations pour vraiment collaborer sur un même outil avec les mêmes données sources. Voilà un petit peu pour le tour. Alors je sais que c'est toujours très rapide. Je vais voir au niveau des questions. N'hésitez pas dans le petit chat si vous avez des questions à les poser. C'est le moment, sachant que derrière de toute façon on reste joignable pour plus de choses. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Alors, une première question sur on peut savoir quel algorithme il a utilisé pour faire la prévision. Alors, si on regarde au niveau de la présentation, quand je faisais ajouter des prévisions automatiques,
là, on n'a pas le détail du modèle qui est donné, qui est derrière. Par contre, dans ce cas-là, il s'agit simplement, entre guillemets, d'une visualisation. Si on est dans le scénario prédictif, on a vraiment tout le détail du modèle. Quelle est la tendance utilisée? On peut même voir quelles sont toutes les tendances qu'il a testées dans batterie. Quels sont les cycles et leurs comportements qui sont utilisés. Et derrière, la troisième composante, c'est les fluctuations. Quel type de modèle il va mettre? Alors pour les fluctuations, on n'a qu'un seul type de modèle, c'est le modèle AR, autorégressif, et puis il vous montre, il vous dit quel est le nombre de périodes. Pour les tendances, on a plusieurs choses qui peuvent être derrière, et donc on a plein de modèles, que ce soit des choses assez simples du type premier ordre, différence de deuxième ordre, après ça va aller jusqu'à du polynomial, voire des GLM pour ceux à qui ça parle. Donc on a vraiment pas mal de choses derrière. L'outil est-il destiné à des utilisateurs métiers ou à des data scientists? Comme je l'ai dit un petit peu au cours de la présentation, pour moi, ça se destine à tout le monde. L'idée, c'est chacun va l'utiliser d'une manière différente, mais chacun va pouvoir partager ses rendus et vraiment échanger là-dessus. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, je ne les prends pas forcément dans l'ordre, je m'en excuse. Avez-vous une liste des modèles disponibles? Oui, je l'ai. Alors, c'est peut-être pas l'occasion le but de tout parcourir maintenant, mais on peut aller voir ça. Je pourrais vous en donner un peu plus si vous me faites un mail. Pour la prévision, on doit intégrer les algorithmes de prévision ou c'est automatique, une boîte noire? Alors, c'est automatique, c'est une boîte noire en quelque sorte. Par contre, derrière, comme je l'ai dit, vous avez le détail de comment elles sont construites. Donc là, on est vraiment sur les parties automatiques de l'outil, sachant que dans le prochain webinar, là, ce sera plus destiné à des data scientists. Vous allez le voir, vous avez la possibilité derrière vraiment de tout gérer, l'automatisation et puis les restitutions au travers des modules de R qui sont directement intégrés, voire même la possibilité, alors j'évoquerai ça, mais j'essaierai de le montrer peut-être, Python, justement pour pouvoir déployer complètement vos algorithmes de prévision. Mais l'intérêt ici, c'est vraiment déjà de fournir au travers d'une méthodologie cohérente et pertinente, enfin quelque chose qui est viable, déjà des prévisions et des explorations et des explications de données. Les résultats de modèles statistiques sont-ils récupérables? Oui, quand on est dans la partie scénario prédictif et puis qu'on peut réinjecter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Puis-je intégrer des données extra-prédictives au système? Alors, dans le cas des séries temporelles, effectivement, on peut, par exemple, intégrer ce qu'on appelle des données extra-prédictives. C'est-à-dire que je sais, par exemple, dans le passé, j'ai un pic à un endroit parce que j'avais fait un salon, parce que j'avais fait une offre marketing poussée, je vois un pic. L'idée, c'est de donner à l'outil cette notion de ici, il y avait tel événement, pour que lui, il prenne en compte justement l'impact de cet événement sur la prévision et qu'il puisse, dans le futur, si on lui dit, voilà, à tel moment, il y aura ce type d'événement, qu'il puisse en tenir compte pour pouvoir ajuster sa prévision, tenant compte de l'influence déterminée sur ce type d'événement. Alors, je souhaite avancer. Quelle méthodologie d'accompagnement proposez-vous? Alors ça, c'est une bonne question. Nous, comme je l'avais montré dans la répartition de Sinovate, on est maintenant une cinquantaine de consultants avec une quinzaine de data scientists. L'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner tant sur la compréhension des données, de vous accompagner sur la valorisation de vos données, mais également sur la mise en place des modèles qui sont derrière. Aussi bien si vous avez déjà des data scientists, on peut leur mettre le pied à l'étrier, leur expliquer le fonctionnement des outils. Si vous n'avez pas, on peut complètement faire ces études pour vous. Voilà, il y a différents cas de figure. Nous, notre métier, encore une fois, c'est vraiment la valorisation de la donnée, vous accompagner pour mieux tirer parti de vos données. Et donc, ça passe par la mise en place des modèles, vous accompagner sur la transmission de savoir aussi, ça c'est important, cette notion pédagogique de passage de savoir, etc. Encore une fois, si certains souhaitent avoir plus d'informations, n'hésitez pas après à revenir pour peut-être des présentations plus ciblées, détaillées sur votre domaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais loupées? Non, je pense avoir fait le tour. Alors, ça tourne beaucoup sur les modèles, donc effectivement, comme je l'ai dit, oui, on peut avoir des infos derrière.
Je vous inviterai à aller voir donc la théorie de Vapnik si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qui est créé derrière justement, ou au-delà justement de la méthodologie de la décomposition en composantes, il y a une grosse partie qui est vraiment masquée ici, mais c'est toute la préparation des données. Parce qu'on sait que dans ces cas-là, par exemple, si on prend la classification, on a besoin d'avoir des groupes de classes qui soient homogènes pour avoir un modèle qui soit pertinent et non biaisé. L'outil fait toute cette préparation de données de manière complètement automatique. Et voilà, 80% d'un projet statistique, elle tourne généralement sur la préparation de données, la gestion des valeurs manquantes, la prise en compte des outliers, des valeurs aberrantes ou non, le regroupement en classes homogènes, etc. En fait, toute cette méthodologie est automatisée au sein de l'outil et permet vraiment de se concentrer sur l'analyse des données et donc un gain de temps justement et pour pouvoir aller plus vite sur le pilotage de votre activité. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Ah si, le cockpit est-il personnalisable à nos couleurs? Alors là, on parle de la page d'accueil. Ce qu'on peut personnaliser, c'est un certain nombre de choses. Le logo, on peut avoir une couleur de fond dans un choix, on peut pas mettre n'importe quelle couleur. Chose importante, on peut mettre une police aussi, si vous en avez une dans la sorte graphique, sur tout votre outil. Vous pouvez intégrer des polices, des fontes dans l'outil. Voilà, on peut personnaliser certaines choses. De manière automatique. Puis après, voilà, ça reste un outil SaaS sur lequel on ne pourra pas changer, par exemple, le bandeau en haut, qui lui reste statique. Sauf si, encore une fois, vous passez par l'outil d'analyse où là, vous avez vraiment la main de partout. Vous pouvez vraiment créer un portail d'accès pour vos utilisateurs si vous ne souhaitez pas qu'ils rentrent, par exemple, par ce cockpit. Voilà un petit peu. Sinon, le côté personnalisation, tous les éléments qui sont ici, comme je vous l'avais dit, c'est des choses qui sont issues de présentation. Donc voilà, donc bon, pour pas trop durer là-dessus et vu que j'ai fait le tour un petit peu des différentes présentations, je vous remercie déjà de votre attention. J'espère que ça a encore suscité un petit peu d'intérêt chez vous et ça vous a permis de voir encore plus les fonctionnalités assez riches de l'outil. Ça va assez vite. On vous enverra, je pense, le lien justement de ce replay, que vous ayez le temps. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou si vous avez voilà, des éventuelles questions plus spécifiques. Le prochain webinaire sera la semaine prochaine, jeudi. Donc la thématique cette fois-ci sera plutôt sur dédié au sport, vraiment dédié au sport. Donc ça c'est cette thématique. Mais l'idée ce sera vraiment de répondre à ces problématiques plutôt data scientist. On va vous montrer un petit peu comment on va partir de quelques présentations classiques SAC dédiées au sport, suivi des résultats, suivi d'indicateurs, on va dire, en termes de fédération, etc. Pour aller derrière un peu plus loin sur des visuels R, pour voir comment tirer parti de modélisation et voir l'intégration complète même de AirShiny pour avoir des modèles statistiques sur le suivi de performance de l'athlète. Donc au-delà de la thématique, ça va être de vous montrer comment on peut pousser un peu plus loin la valorisation des données au travers de modèles R, Python, et puis comment on intègre tout ça dans l'outil, encore une fois, de manière à réunir toutes les personnes dans un seul et même outil. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis donc à la semaine prochaine.